Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Pour entamer notre discussion, Corinne Morel-Darleux, quelques mots pour vous présenter. Alors, vous avez eu plusieurs vies, je crois. Vous avez travaillé dans un cabinet de conseil pour les grandes entreprises du CAC 40. Et puis, vous avez bifurqué. Vous avez participé à la création du Front de gauche, du Parti de gauche, autant pour moi, à la fin des années 2000. Vous avez été conseillère régionale en Rhône-Alpes. Vous y avez exercé 2 mandats pendant 10 ans. Vous écrivez aujourd'hui. Vous êtes essayiste, romancière. Vous écrivez aussi pour des médias indépendants comme Reporter ou Socialterre, dont vous avez coordonné récemment un hors-série qui, je crois, sera disponible à la sortie. Et vous êtes peut-être avant tout une militante de terrain, éco-socialiste. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour entamer notre discussion, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la forme de cet essai, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Essai dont le titre pourrait gagner le concours du plus beau titre paru ces dernières années. Merci. Je voudrais m'arrêter sur sa forme parce que je la trouve assez singulière pour un essai. C'est un livre très personnel, écrit à la première personne, très sensible. C'est un livre aussi singulier par le corpus assez hétéroclite qu'il convoque, et les illustrations et les exemples que vous utilisez pour illustrer votre pensée. Alors, première question toute simple. Est-ce que vous pourriez revenir sur voilà, le projet qui était le vôtre, la genèse, et surtout la manière dont vous l'avez écrit, parce qu'au fil des pages, on a l'impression d'une pensée qui s'éprouve, que vous mettez face à parfois ces contradictions, vous anticipez parfois les critiques qu'on pourrait aussi lui apporter. Donc, est-ce que vous saviez dès le départ où vous alliez, ou est-ce que toutes les lectures que vous citez dans votre livre vous ont amené petit à petit à préciser et à tirer comme ça la pelote? D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie qu'on ait enfin réussi à tenir cet engagement et à trouver cette date de rencontre. Alors pour répondre, en fait, donc cet essai, alors j'ai toujours même un peu de mal à parler d'essai. Cet essai, moi je l'ai rédigé, donc il est sorti en juin 2019. Moi je l'ai rédigé pour la majeure partie à l'été 2018, à un moment où j'étais moi-même à un moment de bascule par rapport à mon engagement politique, c'est-à-dire que je venais de passer 10 ans à la direction nationale du Parti de gauche. J'étais donc élue conseillère régionale, et ça a coïncidé. En fait, c'était parallèle à une interrogation très profonde de ma part sur la forme de mon engagement politique, sur les limites de l'engagement dans un parti politique, de l'engagement électoral, institutionnel. Voilà, c'était un moment où je touchais un peu à toutes les limites de ce qui m'avait beaucoup occupé pendant les années précédentes, et où j'ai éprouvé le besoin à la fois pour moi-même, de faire une sorte d'arrêt sur image et de prendre le temps d'arrêter de courir partout
et juste de me poser et de regarder, voilà, de faire un peu le bilan des 10 années et de me poser la question de est-ce que c'est vraiment de cet engagement-là que j'ai encore envie? Est-ce que c'est vraiment là que je me sens la plus utile, la plus efficace, la plus accueillie, la plus heureuse? Et donc il y avait à la fois voilà cette question assez personnelle et en même temps dont je voyais bien qu'elle agitait autour de moi énormément de personnes, soit des personnes qui étaient déjà militantes et qui sentaient bien là aussi l'exercice toucher à ses limites, soit des personnes qui n'étaient pas militantes mais qui se posaient la question de l'engagement en voyant les conditions de vie se dégrader, que ce soit sur les questions sociales, environnementales, démocratiques. Donc voilà, donc il y avait comme souvent, hein, ce moment où les questionnements personnels rejoignent des questionnements qui sont en réalité beaucoup plus larges et où le fait que le texte prenne un tour assez intime, entre guillemets, enfin intime pas au sens dévoilement de la vie privée, mais au sens où je fais part de mes questionnements, de mes doutes, et je le fais de manière très directe, en utilisant la première personne du singulier, sans me retrancher derrière la neutralité de l'universitaire, comme c'est souvent le cas dans les essais. Donc voilà, c'est, je crois, cette rencontre aussi qui fait que ce livre a beaucoup circulé ensuite, parce qu'en fait, il venait répondre, pas forcément apporter des réponses, mais en tout cas, il venait faire écho à des interrogations, à des questions qui étaient très larges. Et puis c'était aussi un moment politiquement qui je le redis, on est à l'été 2018, début de l'été 2019, au moment où l'essai paraît, et donc en fait sur les questions notamment climatiques, environnementales, on est en fait vraiment dans le creux de la vague. C'est-à-dire que on n'a pas encore le début des marches pour le climat. Il n'y a pas eu la démission de Nicolas Hulot, il n'y a pas eu l'affaire du siècle. Extinction Rebellion n'existe pas. Enfin, il n'y a pas encore eu tout ce qu'on a vu ensuite émerger en termes de désobéissance civile, d'activisme climatique, de mouvement des jeunes pour le climat, etc. Donc, on est vraiment dans le creux de la vague. Et on est nombreuses et nombreux en fait à la fois être épuisés, à être assez découragés et voilà, à se poser la question de finalement est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y mettre tant d'énergie, tant d'efforts, d'y sacrifier tant de choses aussi en termes de vie privée, vu le peu de résultats qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est pour voilà un peu le contexte et la période dans laquelle on était. Et ensuite, sur la genèse et sur l'écriture en tant que telle, moi, j'écrivais déjà, mais que des textes courts, des chroniques, des éditos, des discours, mais j'avais jamais écrit en ayant l'intention que ça fasse à la fin un livre imprimé et édité et qui sorte en librairie. Et donc je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que j'ai essayé d'être hyper scolaire. Je me suis dit bon alors, je me suis souvenu de mes cours de philo, tout ça. Je me suis dit bon alors il faut que je fasse un plan avec des parties, voilà, que j'ai tout mon plan dans ma tête et puis ensuite je rédigerai à partir de ce plan-là. Et en fait ça m'a complètement bloquée. Je pense que j'ai passé à peu près 1 mois et demi à pleurer devant mon écran. À pleurer, j'exagère, mais en tout cas à vraiment pas réussir du tout à structurer les choses, à planifier. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher l'affaire et commencer à écrire. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, peut-être aussi parce que ça faisait 1 mois que je me posais la question de ce que comment j'allais m'y prendre, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, toute la pelote s'est dévidée, effectivement, et donc ça a donné ce fil de réflexion. Alors, il n'est pas sorti tel quel du premier coup, évidemment. Après, il y a eu un travail de réécriture, de restructuration, mais en réalité, pas tant que ça. Donc, il est vraiment sorti d'un jet après avoir refusé d'être
ordonné, structuré et scolarisé. Est-ce que c'est peut-être pour cette raison, pardon, le fait qu'il soit sorti presque d'un jet et qu'il laisse beaucoup la place au lecteur, je trouve, pour se l'approprier, pour interpréter, vous dites c'est un livre d'intuition. Vous écrivez ça? Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la première, c'est que moi, je ne suis pas une universitaire. Et je ne souhaitais pas écrire un essai académique. D'abord parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal à en lire. Moi, je suis une lectrice de romans. Voilà, c'est ça qui me plaît en termes de lecture. Et j'ai toujours beaucoup de mal à lire des essais. Donc, je voulais surtout pas... puis, je pense que j'en aurais même pas été capable, d'ailleurs. Donc c'était... Voilà, et je n'arrivais pas avec une thèse. J'arrivais pas avec une thèse à défendre ou avec des conclusions de recherche à poser sur la grande table des recherches universitaires. C'était vraiment plus effectivement l'idée de partager des intuitions, des doutes, des questionnements, et plutôt que d'asséner des réponses toutes faites ou qui m'auraient été propres. Et je pense que ça, c'est pas sans lien non plus avec le fait que asséner des réponses, c'est un peu en fait ce qu'on fait quand on est dans un parti politique, et que je venais de passer 10 ans en fait à essayer de convaincre les gens qu'on avait des réponses et que c'était les bonnes, et que je voyais bien que ça marchait pas très bien, et que je crois qu'à ce moment-là, j'avais plus envie en fait d'être dans ce côté très didactique. J'avais envie d'être peut-être aussi d'une certaine manière plus honnête, et d'arrêter de dire que tout allait bien se passer et qu'on avait les solutions, et de commencer à dire en fait non, peut-être que tout va pas bien se passer. Moi, j'ai des intuitions sur ce qu'il faudrait faire, mais plus le temps passe et moins j'avais le sentiment de pouvoir prétendre avoir des solutions au vu de l'ampleur de ce qui nous arrivait en face. Alors, pour rebondir sur l'ampleur de ce qui nous arrivait en face, je voudrais revenir sur le sous-titre de l'essai, puis ensuite on rentrera plus avant dans le texte. Le sous-titre est « Réflexion sur l'effondrement ». Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette notion d'effondrement qui a connu ces dernières années une sorte de popularité dans le débat public, qui a fait l'objet de pas mal de publications, Effondrement de Jared Diamond, et puis les livres de Pablo Servigne, et la naissance de la collapsologie, etc. Cette notion d'effondrement, elle a été pas mal critiquée, elle a fait l'objet de beaucoup de réserves, alors de nature différente, notamment son côté fin du monde, fin des temps, qui plaît pas à tout le monde, le côté aussi puisque l'effondrement vient, finalement il n'y a plus rien à faire, et donc c'est une notion qui finalement déresponsabilise et on cantonne un peu dans une forme d'inaction. Ce sont les quelques critiques qui lui ont été adressées. Vous, lorsque vous utilisez ce terme, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Est-ce qu'on vit une situation d'effondrement, et si oui, quelles en sont les principales manifestations, les principales caractéristiques? Alors, au moment de la rédaction et de la sortie de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, ces questions d'effondrement, effectivement, elles sont en train de jaillir vraiment dans l'espace public, dans beaucoup de rencontres, de débats, dans les discussions. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai à la fois des réserves sur le caractère prophétique
Je le dis d'ailleurs dans l'essai, voilà, moi je suis pas en mesure en fait de dire s'il va y avoir un effondrement, comment il va se passer. Il y a plein de scénarios différents qui sont possibles. En revanche, ce dont je suis certaine déjà à ce moment-là, c'est qu'on est en train de connaître des bouleversements d'une ampleur que l'être humain n'a jamais connue, et d'une ampleur telle que pour certains de ces bouleversements, ils vont entraîner des effets irréversibles et irrémédiablement changer nos manières de vivre. Voilà. Et donc, pour moi, quand je parle d'effondrement, je parle de ça en fait. Donc, voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment sur est-ce qu'on peut parler d'effondrement au singulier, est-ce qu'il faudrait pas parler d'effondrement au pluriel, est-ce que finalement cet effondrement dont on parle, c'est pas une vision très occidentale, alors qu'il y a plein de pays et de peuples dans le monde qui ont eux-mêmes connu des situations d'effondrement. Donc moi, tous ces débats-là, je les ai trouvés plutôt intéressants, et j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. C'est-à-dire que sur la question du pluriel ou du singulier, je pense que ça peut prendre la forme de plein d'effondrements de nature différentes, et on commence à en voir certains. Hein. Vous avez forcément vu passer les derniers rapports sur notamment sur l'effondrement de la biodiversité, sur les populations d'insectes, d'oiseaux, voilà. Donc là, on a des choses qui aujourd'hui sont confirmées factuellement par des études scientifiques. C'est le cas aussi sur la question climatique, mais aussi sur d'autres seuils, hein, ce qu'on appelle les limites planétaires, sur la question du cycle de l'azote. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'effondrements au pluriel qui sont en train d'advenir. Avec des effets de causalité ou non, ou des effets de simultanéité. En tout cas, voilà, moi je suis plus que jamais convaincue que effectivement, qu'on le souhaite ou non, nos vies vont être profondément bouleversées par tous ces changements. Et puis sur la critique que je trouvais très intéressante qui était faite de cette vision très occidentale voilà, comme si on découvrait qu'il y a des effondrements de par le monde. Moi, il se trouve qu'à cette période-là, et depuis, je suis allée à plusieurs reprises en Syrie et en Syrie du Nord, et que justement, j'ai beaucoup pris appui en fait sur ces séjours dans ce territoire du nord-est de la Syrie, qui est un territoire sinistré. En conflit armé quasi permanent depuis des années, puisque il y a eu la révolution syrienne et les années de répression de la part du régime syrien de Bachar el-Assad. Il y a eu évidemment les combats contre Daesh, et aujourd'hui c'est des attaques de l'armée turque. Donc voilà, on est dans un territoire, alors là pour le coup en termes d'effondrement qui est sinistré, où il y a de l'eau courante, c'est comme l'électricité, c'est très très aléatoire, et où en même temps sur ce territoire un certain nombre de militants et notamment kurdes se sont organisés pour poser les principes d'une organisation auto-administrée, puisque sont déclarés autonomes du régime syrien, et donc d'un processus révolutionnaire. Et donc, comme je l'ai dit beaucoup depuis, de manière un brin provocatrice, mais en réalité assez sincère, moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'aller regarder là et dans d'autres endroits comment est-ce qu'on peut, pour le dire avec une formule un peu lapidaire, vivre sans État, sans eau et sans électricité. Et j'ai toujours pensé que ce n'était pas une perte de temps que de se poser ces questions-là. Et je dois dire que plus les années passent, et plus je pense effectivement qu'on aurait tout intérêt à davantage
justement décentrer notre regard et aller regarder comment ça se passe justement dans des zones qui se sont effondrées. Par contre, je crois pas que ça doit venir amoindrir ce dont on parle quand on parle d'effondrement, au sens où je pense que là, l'effondrement dont on parle, quand on parle notamment des limites géophysiques des écosystèmes et de la planète, n'est pas du tout similaire aux effondrements comme ceux qu'on peut connaître en Syrie et dans plein d'autres pays. Parce qu'en fait là, on parle pas d'un conflit armé, on parle pas d'un gouvernement ou d'interlocuteurs avec lesquels on pourrait soit négocier, soit qu'on pourrait destituer. En fait, on parle de limites géophysiques avec lesquelles il n'y a ni négociation ni destitution possible. Et ça, pour moi, ça en fait vraiment, c'est ça qui, pour moi, fait le caractère inédit et éminemment problématique, justement, de cet effondrement dont je parle dans l'essai. Merci pour ces précisions qui sont importantes pour savoir d'où on parle et de quoi on parle. Alors, rentrons dans le vif du texte, qui s'ouvre avec la figure avec laquelle on va cheminer pendant un certain nombre de pages, du navigateur Bernard Moitessier, navigateur qui a, lors d'une course, c'était à la fin des années 60, une course en solitaire, décidé de faire demi-tour et de ne pas franchir la ligne de départ pour gagner la course et poursuivre son voyage dans les îles. Et cette figure et son geste vous inspire plusieurs réflexions au centre desquelles on trouve l'idée de refus de parvenir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Oui, alors effectivement, donc Bernard Moitessier, ce navigateur qui est un peu passé dans l'oubli, même si les personnes qui s'en souviennent en revanche avec beaucoup de force et même d'émotion souvent. Donc la course en question, c'était la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. Donc c'était un événement, et un événement pas seulement dans le milieu de la voile, c'était un événement qui médiatiquement était très couvert, qui était d'ailleurs organisé par un journal anglais. Et donc Bernard Moitessier, cette course a été complètement folle, parce que il y a un seul des participants qui a terminé la course. Elle a été émaillée de beaucoup d'avaries, de beaucoup d'abandons, et même d'un suicide présumé d'un des participants, Donald Crowhurst, dont je parle aussi un peu dans l'essai. Et donc Bernard Moitessier, en fait, au bout d'un moment, se retrouve en passe de remporter la course, d'être le premier, d'avoir le temps le plus court en tout cas. Et effectivement, il le raconte dans son livre La longue route, qui est aussi sur la table de la librairie. Il raconte toute cette délibération intérieure où en fait, à un moment donné, il est plus très loin de la ligne d'arrivée, et il se demande en fait si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Si vraiment il a envie de rentrer en France. Il imagine tous les journalistes en train de l'attendre sur le quai, et il se rend compte qu'en fait il a aucune envie de répondre à toutes ces questions. En fait il a pas envie de rentrer. Il explique qu'il est heureux en mer, et donc effectivement il va changer de cap. Il va prévenir en prenant il avait embarqué avec lui comme il dit, son vieux lance-pierre, c'est-à-dire qu'il avait refusé en fait de prendre le gros radio-émetteur que le journal qui organisait la course lui avait proposé de prendre à bord, pour pouvoir justement donner des nouvelles régulières et alimenter la vente du journal, parce que c'était quand même ça au départ aussi leurs propos. Donc il prend son lance-pierre et il catapulte un petit mot sur le pont d'un cargo dont il croise la route, pour expliquer effectivement qu'il va pas rentrer. Et donc il va effectivement changer de cap jusqu'au Pacifique, et s'installer là-bas, où il aura par ailleurs aussi des activités militantes, écologistes assez importantes. Il va notamment beaucoup s'opposer aux essais nucléaires français dans le Pacifique.
Et en fait, moi, j'ai eu envie de reprendre cette figure, presque cette mythologie, parce que enfin voilà, à l'époque, ça a quand même vraiment fait grand bruit et beaucoup questionné et provoqué beaucoup de débats pour illustrer cette notion du refus de parvenir, qui est une notion qui a été plutôt développée dans les milieux anarchistes et libertaires, qu'on doit à un instituteur qui s'appelait Albert Thierry, qui, au début du XXe siècle, a commencé à formuler et à théoriser le refus de parvenir comme un positionnement consistant à refuser les honneurs et les privilèges qui étaient tendus par les classes dominantes à destination des individus les plus méritants des classes populaires, pour en quelque sorte les arracher à leurs conditions sociales et les mettre au service du système dominant, quoi. Et donc en fait, j'avais envie de reprendre cette notion-là, tout en la revisitant, peut-être pour voilà l'actualiser un peu, parce que là, on était vraiment sur une vision extrêmement classiste, au sens vraiment de la lutte des classes, et de voir en fait ce que ça donnait aujourd'hui, et ce que ça donnait aujourd'hui en lien avec justement cette question de l'effondrement. Parce qu'il se trouve que refuser de parvenir, alors d'abord ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, mais refuser de parvenir, c'est aussi d'une certaine manière refuser le diktat de la Rolex à 50 ans et d'une forme de consommation ostentatoire qui non seulement aujourd'hui, on le sait, génère beaucoup alors d'injustice sociale et d'exploitation sociale également, génère beaucoup de pollution parce que la plupart de ces biens de consommation ostentatoire, en fait, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions de travail épouvantables et ils génèrent énormément de pollution pour arriver jusqu'à nos magasins. Et puis, évidemment, tout ça pose aussi des questions environnementales majeures. Je viens de parler de la pollution, mais c'est aussi tout l'extractivisme qui consiste à aller puiser dans les écosystèmes des ressources naturelles qui ne se renouvellent pas au même rythme que nous, on puise dedans. Et donc, voilà, j'avais envie d'aller explorer ça, tout en le faisant de manière incarnée. Enfin, c'est là où, pour moi, c'était très important de parler de Bernard Moitessier, parce que je reviens à ce qu'on disait au début de l'entretien, des essais universitaires sur ces questions-là, il y en a plein. Il y en a à foison. Il y en a eu d'excellents. On a, enfin voilà, des grands penseurs de l'écologie politique. Il y en a depuis les années 60, si ce n'est encore avant. Et donc, j'ai le sentiment, moi, que tout a été dit en fait un peu sur le plan conceptuel, analytique. Par contre, là, clairement, on sent que on a besoin aussi de venir raccrocher ça à des choses peut-être plus incarnées, plus sensibles, à des figures qui puissent venir donner de la chair, en fait, à ces notions et à ces pensées. Des figures inspirantes. Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, cette notion de lutte des classes, la transition toute trouvée pour aborder l'idée éco-socialiste dont vous vous réclamez et dont vous parlez aussi dans le livre. Vous êtes partisane d'une écologie radicale, non dans le sens extrémiste, mais qui va prendre les problèmes environnementaux à leurs racines. C'est une précision qui mérite d'être faite. Écologie radicale qui est associée et indissociable des questions sociales. Voilà. Donc, comment vous définiriez en quelques mots cette pensée éco-socialiste et en quoi, selon vous, elle constitue aujourd'hui une grille de lecture intéressante pour penser le présent et aussi propose un programme d'action à même de nous faire bifurquer.
Alors au départ, en fait, moi, mon cheminement vers l'écosocialisme, il vient du fait que donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'habite dans la vallée de la Drôme, mais avant ça, j'ai toujours vécu en ville et dans des grandes villes, à Paris et à Rennes. Et en fait, moi, je suis arrivée à l'écologie par le social. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce qui a commencé à me forger une conscience politique, c'était avant tout le fait de voir des gens dormir par terre dans la rue à Paris. Et parfois dormir par terre sous des vitrines de magasins qui étaient allumées toute la nuit, dans laquelle il y avait des gadgets électroniques qui clignotaient dans tous les sens, qui avaient été fabriqués en Asie du Sud-Est et dont on sentait très bien que en fait non seulement on n'en avait pas vraiment besoin, mais qu'en plus les trucs allaient tomber en panne au bout de 3 minutes et que voilà, enfin que c'était juste un gâchis total. Et donc c'est vraiment au départ par cette question sociale et surtout cette question de se dire en fait voilà un monde qui peut faire cohabiter ces gadgets électroniques venus d'Asie du Sud-Est et des gens qui dorment dans la rue est un monde qui ne fonctionne pas, enfin dont l'échec est patent, visible, évident, on l'a sous les yeux là. Et donc ça a vraiment été le départ. Donc après, assez rapidement, j'ai pu mettre un terme sur ce monde-là qui était en fait un système économique qu'on appelle le capitalisme et qui a effectivement un objectif de rentabilité du capital investi qui non seulement ne se soucie pas des dégâts sociaux et environnementaux, mais a même en réalité besoin de ces dégâts sociaux et environnementaux pour pouvoir continuer à fonctionner et à se développer. Donc en fait, moi, je suis plutôt rentrée par cet aspect social, par les inégalités sociales et ensuite par la critique du système capitaliste. Et en fait, c'est ça qui assez rapidement m'a amené à me rendre compte que en fait, ce qui produisait ces dégâts sociaux était la même chose que ce qui produisait les dégâts environnementaux. Et que en fait c'était les mêmes mécanismes à l'œuvre et que donc dissocier les deux comme c'était le cas à l'époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais où il y avait un peu cette espèce de compétition de moralité et de valeur entre les luttes sociales et les luttes environnementales, chacun se renvoyant la balle de négliger l'un ou l'autre des deux aspects, me semblait complètement lunaire en fait. Enfin, je trouvais ça incompréhensible qu'on oppose des luttes qui avaient les mêmes causes et donc les mêmes adversaires et donc et les mêmes qui partageaient les mêmes analyses. Et donc l'écosocialisme en fait c'est un courant de l'écologie politique qui a commencé à se développer au début des années 70 et qui postule exactement ça en fait, qui postule que on ne peut pas envisager l'écologie sans envisager le social et ni envisager le social sans envisager l'écologie. Et pour prendre un exemple récent qui parle à tout le monde, pour moi, on en a eu la démonstration éclatante au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire que en fait, à un moment donné, décréter des taxes sur le carburant qui vont handicaper au premier chef les personnes qui ont le moins d'argent et qui ont le plus besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, quand en plus ça intervient un mois après qu'on ait vu le président de la République faire du jet ski dans une réserve naturelle protégée, ça ne peut pas fonctionner en fait. Voilà. En fait, je suis même étonnée qu'il y ait encore des gens qui imaginent que ça va passer, des gens brillants qui ont fait l'ENA et tout ça. Mais en fait, non, ça ne peut pas fonctionner. Enfin voilà. Et c'est pour moi un des nombreux exemples qui montrent que les deux doivent aller de pair et que il y a une question de justice sociale qui est indissociable des questions d'impératifs climatiques et environnementales de manière plus générale. Alors pour poursuivre, je voudrais qu'on s'arrête sur la première partie du titre, qui est plutôt couler en beauté. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, vous êtes assez lucide dans le livre.
vous postulez que nous allons droit dans le mur et que il va être compliqué de faire masse pour infléchir la trajectoire et faire ce qu'il faudrait faire pour vraiment produire un changement significatif. La deuxième partie du terme, c'est le emboîter, ce qui m'amène à vous poser la question sur une autre idée très puissante de votre livre, c'est celle de la dignité du présent. Autrement dit, le fait dans ce contexte compliqué, vous nous appelez à rester debout, à rester humain et finalement, malgré la catastrophe en cours, à célébrer la moindre parcelle de beauté, de poésie du monde. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer cette idée de dignité du présent? Oui, cette notion de dignité du présent, elle vient faire écho à deux choses qu'on a déjà évoquées. À la fois ce que je disais tout à l'heure sur ce contexte de ce moment où on avait l'impression en fait d'un rapport de force extrêmement défavorable et d'avoir des bulldozers en face de nous et que ce qu'on gagnait, on le gagnait pas assez vite par rapport au rythme de destruction, de bétonisation de terres agricoles, de destruction de la biodiversité, de pollution, etc. Et donc la tentation d'aller cultiver son jardin, de profiter du moment présent, de profiter de la vie tant qu'il y en a, et puis d'abandonner les luttes, d'une part, et d'autre part, de ce contexte lié à la collapsologie où il y avait à la fois donc ces critiques qui étaient portées d'envoyer un mauvais signal en fait, d'envoyer le signal si tout est foutu, ça sert à rien de continuer à militer, qui moi en plus me faisait particulièrement gamberger parce que j'avais un peu l'impression qu'on avait passé 10 ans à crier dans le désert sans être entendu et qu'on passait directement du déni à tout est foutu. Et qu'entre les deux, le temps de l'action collective avait été complètement passé à la trappe. Donc c'était un peu dur, je dois dire. Et en fait, c'est vraiment la jonction de ces deux choses-là qui m'a amené à formuler cette idée de dignité du présent, qui consiste à dire en fait que même quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, et peut-être surtout quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, alors c'est le bon moment pour se souvenir que quand on s'engage dans une cause, on le fait pas juste parce qu'on pense qu'on va gagner à la fin, on le fait simplement parce que cette cause semble juste à un moment donné à porter. Et donc c'était une manière de dire, voilà, évidemment qu'on espère toujours gagner à la fin, mais le jour où on comprend qu'on va pas gagner à la fin, c'est pas une raison suffisante en fait pour arrêter, parce que moi je le vois aujourd'hui, il y a plein de combats ou même de comportements individuels que je continue à adopter, tout en sachant pertinemment qu'ils n'auront strictement aucun effet sur la marche du monde, le sauvetage de la planète ou le renversement du capitalisme ou que sais-je, mais que je continue à faire, ne serait-ce que pour moi-même en fait, pour me sentir pour me sentir digne, pour me sentir humaine, pour me regarder dans la glace et je crois que ça c'est vraiment un moteur très puissant et que on a peut-être eu tendance trop souvent à céder à une vision un peu utilitariste de la politique et du militantisme et que c'était peut-être le bon moment de rappeler que il n'y avait pas que ça, qu'il y avait aussi cette question simplement de la justesse, de la valeur éthique en fait de certains combats ou de certains comportements ou de certaines limites qu'on se pose
même si on ne se fait guère d'illusions sur l'impact que ces limites vont avoir à plus grande échelle. Et alors, comment la militante expérimentée que vous êtes explique que ces luttes, ce combat face à la situation du temps présent peine à mobiliser massivement, quand bien même les données scientifiques sont plus que jamais accessibles, médiatisées, quand bien même nous sommes, comment dire, la perception de ce qui se passe a progressé au cours en quelques années. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on est passé d'une sorte de période un peu creuse à les marches climat, Greta Thunberg, la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, toutes ces questions-là ont pris beaucoup de poids dans le débat public, dans les discours officiels. Et pourtant, il existe encore un sentiment assez répandu que finalement les choses n'évoluent que trop lentement, qu'on n'arrive pas à enclencher quelque chose. Alors du coup, comment sur le temps long vous avez perçu ça et comment vous expliquez que ça ne prenne pas davantage, alors même que ce sont les conditions d'existence sur Terre qui sont en jeu? Bon, c'est évidemment des questions qu'on n'arrête pas de se poser et auxquelles j'ai pas forcément de réponse très simple à apporter, mais il se trouve que j'ai essayé justement récemment là de formuler des éléments de réponse là-dessus pour mon prochain essai qui va bientôt sortir et dans lequel j'aborde justement ces questions-là. Je pense que bon, il y a plein de réponses possibles. La première, c'est que on a perdu 50 ans. On a perdu 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que en fait, on sait aujourd'hui que ça fait 50 ans que notamment les grandes compagnies pétrolières ont commandé des rapports à des scientifiques qui déjà il y a 50 ans prévoyaient en fait la hausse des émissions de gaz à effet de serre, prévoyaient le réchauffement climatique et l'ont même prévu il y a 50 ans de manière assez exceptionnellement précise. Et donc on sait aujourd'hui que ces grandes multinationales de l'énergie ont fait le choix d'enterrer ces rapports, et non seulement de les enterrer, mais même de commander des contre-rapports avec des scientifiques plus ou moins complaisants, permettant de dire que tout allait bien et qu'on pouvait continuer allègrement à l'épuiser des énergies fossiles, à produire du plastique et des carburants et de la pétrochimie. Donc ça, déjà, je pense que c'est important à dire parce que on a souvent tendance à culpabiliser les individus lambda qui découvrent l'étendue du problème et qui en plus n'ont pas les leviers pour agir. Là, on parle de personnes qui avaient les leviers pour agir et qui ont fait des choix dont ils portent aujourd'hui une très lourde responsabilité. Et ces 50 ans qu'on a perdus sont les 50 ans qui vont aujourd'hui nous manquer pour ce qu'on appelle la transition énergétique, écologique, etc. Parce qu'en fait, là, on commence tous à bien sentir que cette période de transition risque de ne pas exister, en fait. Puisque là, enfin, voilà, je sais pas comment c'était à Bordeaux l'été dernier et comment c'est aujourd'hui. Mais enfin, on commence bien à tous voir que les problèmes sur les questions, notamment d'eau, de sécheresse, etc., la transition, en fait, va falloir faire une croix dessus. On y est, là. On est déjà dans le dur. Donc d'abord, il y a voilà le fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Ensuite, je pense que aujourd'hui, depuis voilà quelques années là, on a vraiment
un mouvement important, on l'a évoqué, de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, hein, qui s'engagent, qui tâtonnent, mais qui en tout cas cherchent, enfin voilà, ont cette prise de conscience et puis essayent de gérer les émotions que ça provoque aussi, parce que c'est pas facile. Et puis ensuite de s'engager dans des actions collectives, soit pour résister à l'emprise croissante de toutes ces prédations sur les terres, sur l'eau, sur la biodiversité, soit pour essayer de créer des alternatives, enfin voilà, qui s'engagent d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que l'émergence de tous ces mouvements-là arrive aussi à un moment où on a en face de nous un État néolibéral qui s'est doté comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, du numérique, de tous les dispositifs que permettent les technologies numériques en termes de bases de données, en termes de surveillance, en termes de traçabilité. Et que tout ça, c'est aussi beaucoup de répression, beaucoup de violence. On l'avait vu dans les quartiers populaires, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu là au moment de la réforme des retraites, et malheureusement, on est en train de le voir de plus en plus aussi dans les milieux justement militants et écologistes, avec notamment toute cette criminalisation absolument incroyable qui est faite en ce moment autour notamment des soulèvements de la terre, de la Confédération paysanne, de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc moi, il me semble qu'on a vraiment passé un cran là, qui fait que au moment où il pourrait y avoir justement un élan collectif pour aller vers de la sobriété en termes d'énergie, en termes d'utilisation de matière, en termes, enfin voilà, où il y aurait tellement de choses à faire, ça vient se heurter à un gouvernement qui non seulement n'entend pas, mais essaye de tuer dans l'œuf en fait toutes les mobilisations collectives qui sont en train d'émerger, quoi. Donc ça clairement ça n'aide pas non plus. Et puis la dernière chose, peut-être un petit peu plus contre-intuitive de ma part, c'est que je commence moi vraiment à poser une hypothèse. Alors là encore, c'est une hypothèse, mais je commence à me demander quand même si on n'a pas atteint une sorte de plafond de verre sur la question de l'opinion publique. C'est-à-dire que je me dis qu'aujourd'hui, avec les informations qui maintenant vraiment, ça y est, sont disponibles, avec les rapports du GIEC. Je veux dire, il y a 15 ans, les rapports du GIEC, il y en avait, personne ne savait de quoi on parlait quand on les évoquait. Aujourd'hui, quand même, on a fait un bond en termes d'information, de compréhension des mécanismes. On commence à voir s'inviter dans nos quotidiens les effets du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, etc. On a quand même vécu une zoonose, une pandémie complètement dingue avec le Covid. On a, je veux dire, voilà, il y a quand même beaucoup de choses extrêmement perturbantes qui sont visibles, qui sont matériels, qui sont là, qui sont pas juste des rapports, qui sont pas à horizon 2050 ou 2100. Et donc, je me dis que les personnes qui, là, aujourd'hui, continuent à n'avoir aucune inquiétude, aucune sensibilité à ça, à ne voir aucun souci, à changer de SUV toutes les semaines, ou qui trouvent que la meilleure réponse à apporter aux canicules, c'est de construire des piscines. Enfin, voilà. Je me dis, en fait, peut-être qu'on a atteint un plafond de verre. Peut-être que on a maintenant une marge de la population qui soit ne veut pas, soit ne peut pas pour X et Y raisons, parce qu'il y a aussi plein d'autres raisons qui sont pas juste
Enfin voilà, il y a aussi des conditions matérielles d'existence qui font parfois que c'est un peu compliqué de se préoccuper de la net. Donc, mais en tout cas, voilà, je me dis que peut-être que là, c'est le moment de vraiment se poser des questions stratégiques et tactiques sur le fait de mettre toutes nos forces dans le plaidoyer, dans le fait d'essayer de convaincre les gens, et que peut-être que c'est le moment de passer à un autre registre plus performatif d'action qui vise pas à poser des revendications vis-à-vis d'un gouvernement qui n'écoute pas, qui vise pas à convaincre d'autres, mais qui vise à changer les choses de manière immédiate, même si je ne pense pas que ça suffira. Mais comme tout aujourd'hui, ça fait partie des choses, à mon sens, nécessaires mais non suffisantes. Alors, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire sur le plafond de verre de notre information. Est-ce que ce plafond de verre, il est pas lié aux conditions de production de l'information majoritaire aujourd'hui? Beaucoup de médias sont la propriété de grands groupes industriels qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que les choses changent, et donc du coup aucun intérêt à ce que donner à voir tous ces mouvements, toutes ces alternatives, toute la richesse et tout ce qui s'invente aujourd'hui. C'est la première chose. Et une question, vous parlez de revisiter, la nécessité de revisiter les répertoires d'action vers plus de performatifs. Pour revenir à la dignité du présent qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que cette dignité du présent, elle peut s'accommoder de la violence, et de la violence contre les biens, et donc interaction directe, sabotage, etc. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, vous avez raison de le souligner sur la question des médias, parce que c'est vrai que on a toutes et tous tendance à être parfois dans des bulles de filtre et à avoir l'impression que tous les jeunes sont hyper engagés pour le climat, que tous les médias font des super analyses du système, ce qui est évidemment très loin d'être le cas. Moi, j'écris aussi pour la jeunesse et j'interviens beaucoup à la fois en école primaire, en collège, en lycée, et je peux vous assurer que, enfin voilà, je rencontre aussi plein de jeunes qui sont pas du tout Greta ni rien, et donc évidemment que mon propos est surtout pas de dire qu'il faut arrêter de faire des efforts sur la sensibilisation, la diffusion de l'information, sur le fait de développer l'esprit critique, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours des jeunes qui arrivent et qui, eux, n'ont pas voilà l'antériorité que nous, on a. Donc évidemment qu'il faut continuer, et qu'il faut continuer aussi à soutenir et à diffuser justement les médias indépendants, etc. Mais c'est simplement, moi, mon interrogation, elle est plus sur le temps et l'énergie en fait qu'on place à différents endroits, et elle est probablement aussi très influencée par mon expérience des partis politiques et de la manière dont le système des élections vient prendre un temps et une énergie militante absolument démentielle, qui ne sont pas mis justement à l'action politique, qui passent dans de la communication politique, d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux. Enfin, pardon d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est une réalité que moi je trouve très inquiétante. C'est que en fait, tout ça revient à faire beaucoup de communication politique et finalement à plus avoir beaucoup le temps et l'énergie pour faire de l'action politique. Donc il s'agit pour moi plutôt de rééquilibrer, plutôt que de passer complètement de l'un à l'autre. Et c'est vrai que dans cette action politique, moi je parle de registre performatif, mais j'ai aucun problème à parler d'action directe, si ce n'est que j'essaye d'éviter d'utiliser ce terme qui renvoie justement à de mauvais souvenirs, et à de mauvais souvenirs qui sont liés à des violences physiques sur des personnes. Et ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important à poser dès lors qu'on commence à parler de violence dans l'activisme. C'est que il n'y a, à ma connaissance, aujourd'hui aucune organisation formelle ou informelle, enfin mouvement ou association ou parti
dans l'échiquier de progressistes, de gauche, écologistes, hein, qui appellent à des violences sur les personnes. C'est pour moi quelque chose qui est totalement absent du champ aujourd'hui de l'activisme écolo. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on parle de violence aujourd'hui, donc on ne parle pas de violence sur les personnes, qui est une ligne rouge infranchissable et que personne ne souhaite franchir. On parle de violence envers des biens matériels, que ce soit des vitrines d'agences bancaires, des commerces, mais aussi parfois, donc là c'est plutôt en général en marge de cortèges, de manifestations, avec des cibles qui sont pas toujours très malines, on va dire. Et après, il y a des dégradations matérielles qui sont ciblées. C'est notamment ce qu'il y a eu sur les méga-bassines, c'est le fait d'aller retirer une pompe dans une méga-bassine, pompe dont on sait qu'elle va puiser de l'eau dans les nappes phréatiques, y compris en période de grande sécheresse, pour stocker l'eau dont une partie va s'évaporer, eau qui ensuite va être utilisée pour irriguer quelques très grandes exploitations agricoles, dont la plupart cultivent notamment du maïs et donc des céréales dont on sait pertinemment en fait qu'elles ne sont plus du tout adaptées au climat qu'on va avoir. Et donc pour moi, effectivement, aller démonter une pompe, par exemple, dans une de ces méga-bassines, est aujourd'hui un acte non seulement légitime, mais bienvenu. Ne serait-ce que parce que il a enfin posé en fait la question des méga-bassines, dont personne ne parlait jusqu'ici, qui est pour moi un scandale absolu en termes d'accaparement de l'eau, qui empêche de se poser des vraies questions sur le malaise des agriculteurs, sur la difficulté aujourd'hui qui est liée en grande partie à l'agrandissement des surfaces, à l'endettement, à l'escalade technologique et au fait que il y a très peu de mesures d'accompagnement, de conversion des cultures. Et donc, en fait, ça permet aussi de poser toutes ces questions-là. De la même manière que sur la question de l'eau toujours, quand on voit qu'on a encore des multinationales type Nestlé, Danone, Vittel et compagnie qui continuent en fait à privatiser l'eau des sous-sols pour la mettre dans des bouteilles en plastique pour ensuite les vendre aux gens. Pour moi, c'est une telle aberration en fait que d'une part, je comprends pas que ce soit pas interdit. Et que d'autre part, puisque ça n'est toujours pas interdit et que visiblement personne ne veut y mettre un terme, eh bien, il me semble qu'à un moment donné, effectivement, il y a une légitimité, une fois que tous les autres moyens ont échoué, que les pétitions, les recours, les campagnes, les alertes, enfin, je veux dire, et puis Dieu sait si on n'a pas chômé depuis ces dernières années. Au bout d'un moment, en fait, l'urgence est telle que oui, on a besoin d'en arriver effectivement à ces actions de désarmement. Et je crois que ce terme est très juste. En fait, il s'agit de désarmer en fait ce qui est en train de rendre les conditions de vie présentes et à venir de plus en plus précaires. Et quand je dis précaire, c'est un euphémisme. Qu'est-ce que disent l'échec de tous les moyens que vous venez de citer, les pétitions, etc., les actions, les plaidoyers. Qu'est-ce que tout ça dit sur l'état de notre démocratie aujourd'hui, si voilà, le peuple, dans l'exercice de sa citoyenneté, ne parvient pas à se faire entendre et à faire passer ces messages-là. Et là, du coup, c'est forcément à l'ancien élu que je parle aussi. Vous avez commencé à évoquer vos questionnements sur
sur la possibilité de changer des choses dans le cadre institutionnel. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de notre démocratie aujourd'hui? Moi, j'ai jamais été une rebelle ou une révoltée. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours eu beaucoup de mal à transgresser les règles. Encore aujourd'hui, voilà, je suis atteinte du syndrome de la bonne élève et j'aurais sincèrement, du fond du cœur, adoré que ça fonctionne en fait. Cette idée de voilà, il y a des mécanismes démocratiques, il y a quelque chose de magnifique qu'on appelle le suffrage universel, où chaque voix a le même poids, que vous soyez ouvrier, paysan, milliardaire, homme ou femme. Voilà, votre voix elle compte la même chose. J'ai beaucoup cru à ça et je continue à trouver ça beau sur le principe. Le problème, c'est que voilà. On arrive vraiment aux limites de cet exercice. Et c'est vrai que moi, j'ai passé 11 ans en tant que conseillère régionale à essayer de jouer selon les règles du jeu, à être respectueuse de ce système démocratique, institutionnel, électoral. Et 11 ans, c'est pas rien. Donc, j'ai vraiment essayé de toutes mes forces. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, au bout d'un moment, d'en arriver à la conclusion que ce système actuel ne permettait pas de défendre l'intérêt général. En fait, moi, c'est vraiment cette question de l'intérêt général qui a fait que je me suis engagée en politique. Donc, un intérêt général qui est une notion très républicaine, en réalité, au sens noble de la République. Aujourd'hui, l'intérêt général n'est pas défendu par les élus et les parlementaires et les représentants qui devraient avoir cette charge. Parce que la première des charges, c'est celle-là. C'est pas de venir défendre une idéologie, c'est de défendre l'intérêt général. Or là, en fait, pour moi, l'intérêt général n'a jamais été aussi simplement défini que par le fait de maintenir des conditions d'habitabilité et de vie, en fait. Enfin, qu'est-ce d'autre l'intérêt général si ce n'est pas ça? Et donc à partir de là, et à partir des constats établis par les scientifiques, comment peut-on imaginer qu'un système démocratique puisse continuer à permettre d'arroser les golfs en pleine période de sécheresse, de stocker de l'eau pour cracher des petits rubans de neige artificielle sur des stations de ski. Enfin, tout le monde voit bien, c'est évident là aujourd'hui que l'intérêt général ne réside pas à ces endroits-là. Et donc pour moi, on est dans une situation de faillite démocratique au sens vraiment de l'échec et du fait que on arrive au moment où voilà, le système actuel fait la preuve de son échec et qu'il est donc qu'il serait temps de s'atteler à ce chantier démocratique et de se poser la question, ce qui nous permettrait par ailleurs de nous poser aussi par la même occasion la question dont je parlais tout à l'heure, voilà, quand je disais à quoi ça ressemblerait de vivre sans État, sans eau et sans électricité, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas à l'abri, effectivement, à un moment donné, qu'il y ait des ruptures de chaîne qui fassent que même ce qu'on tient pour acquis encore un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire voilà cette idée d'un État garant des solidarités publiques, collectives, etc., que ça saute aussi. Et quand je vois aujourd'hui l'état d'un certain nombre de services publics, et notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur hospitalier, on y est déjà en fait. Ça commence déjà à craquer. On a déjà des décès évitables qui se passent dans les couloirs des urgences. Donc en fait, voilà, même cette idée de à quoi ça ressemblerait de vivre sans État, en fait, on commence à l'expérimenter.
et on commence à l'expérimenter de manière non progressive, quoi, dans la douleur, avec encore une fois des morts évitables. Moi, je suis j'habite pas loin d'une petite ville de la vallée de la Drôme où on a perdu notre maternité qui a été fermée il y a quelques années, où voilà, on a des jeunes femmes qui accouchent sur le port de la départementale, quoi, parce qu'elles n'ont pas le temps d'arriver à la maternité. Il faut quand même s'attarder 2 secondes là-dessus. On a des villages qui sont ravitaillés en eau potable par camion-citerne. On est en 2023 en France, quoi. Donc voilà, moi c'est ça que je vois et qui me fait penser que, y compris en termes d'organisation démocratique, regarder du côté justement de ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire d'avoir un système plus souple, plus décentralisé, davantage calqué sur les réalités géographiques, comme par exemple le mouvement des biorégions, c'est-à-dire partir du principe que en fait un bassin de vie, c'est pas des limitations administratives, c'est, et ça va être de plus en plus, des bassins agricoles susceptibles de nourrir une population, des bassins le terme m'échappe, des bassins versants, des rivières. En fait, on va revenir à ce qui a toujours été le premier échelon des organisations sociales humaines. C'est les éléments aussi de subsistance qui nous entourent. Je veux dire, si à une époque les villes, les villages se sont implantés soit à proximité des fleuves pour pouvoir échanger, soit en haut des montagnes pour pouvoir surveiller l'arrivée d'ennemis, ben, en fait, c'était pas par hasard. Et on a un peu oublié qu'on avait aussi des contingences géographiques. Je pense qu'on va de plus en plus s'en souvenir, et que voilà, il y a donc, pour moi, il y aurait toute une réflexion à avoir à la fois sur la question de l'organisation démocratique, mais aussi sur ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, sur les bassins de vie, et de sortir de ces découpages administratifs qui ne servent en réalité que les résultats électoraux, et qui ne répondent à aucune réalité géographique, de subsistance, de besoins, de satisfaction de ces besoins, pour revenir peut-être à des choses effectivement plus de... Voilà, qui correspondent plus à ces idées de biorégion, et probablement aussi à une répartition moins absurde en fait sur le territoire, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui le schéma des très grandes villes, des intercommunalités, des mégalopoles, est un schéma qui n'est pas tenable en fait dans la durée, ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, ce qui est quand même un peu la base.